Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir deux représentants de la communauté marocaine résidente en France pour parler de la polémique née des propos de Driss Ejbali, directeur du CCME, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Une polémique, des propos en tout cas tenus lors d'une conférence organisée par le Conseil de l'Europe où Driss Ejbali a tenu des propos qui ont été jugés scandaleux, des propos stigmatisants de l'islam et des musulmans d'Europe. Beaucoup de représentants de la communauté marocaine à l'étranger se sont indignés. Beaucoup de représentants du tissu associatif, des représentants des jeunes, MRE, comme on dit, les Marocains résidant à l'étranger, se sont indignés et ils ont protesté auprès de ce CCME. Malheureusement, ce dernier CCME est resté sourd à ces appels, à cette indignation de la communauté marocaine résidente à l'étranger. Pour parler de tout cela, j'ai pour inviter mademoiselle Rezouani Fedwa. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Rezouani Fedwa, vous êtes président de GFM, Génération France-Maroc. Tout à fait. Alors c'est la première fois que vous venez à Maghreb TV. Oui, et je vous remercie pour l'invitation. Bienvenue, Fedwa. Merci. Et puis Salem Fkir, président de Cap Sud MRE. Salam alaikum Salem. Alaikum salam. C'est pas la première fois, hein? C'est la troisième et je vous en remercie encore une fois de cette sollicitation. En tout cas, c'est toujours un plaisir de recevoir des jeunes compatriotes de France. Hein? Bruxelles, Paris, on n'est pas loin, on est voisins. Mais aujourd'hui, on va parler de sujets un peu très graves parce que dans le climat actuel, après les attentats terroristes à Paris, après cette pression sociale que vivent les musulmans de manière générale en Europe, pas qu'en France, cette pression sociale, médiatique, cette pression politique sur ces étrangers, entre guillemets, parce que beaucoup d'entre eux sont nés français, sont nés belges, etc. Ils ont la nationalité, mais malgré tout cela, dans des circonstances pareilles, on nous rappelle toujours nos origines, on nous rappelle qu'on est malheureusement que des étrangers, que de passage. Mais dans ce climat, au moment où on attend le soutien des représentants, de certains représentants de nos pays d'origine, c'est malheureusement, paradoxalement, c'est eux qui nous enfoncent encore plus. Les propos de Driss Ejbali, le directeur du CCME, on va en parler. Peut-être, Salem Fkir, une première réflexion avant de passer quelques passages de ce fameux discours de Driss Ejbali au Conseil de l'Europe. Peut-être pour situer ça dans son cadre. Disons que le Conseil de l'Europe a eu une initiative qui me paraissait assez intéressante, assez intelligente, puisque l'audition était sur l'attaque des terroristes, les attaques terroristes à Paris, ensemble pour une réponse démocratique. Donc c'est vrai que c'était intéressant, c'était un débat qui pouvait apporter énormément de choses, énormément de solutions éventuelles par rapport aux consultations qui avaient été sur place, puisqu'il y avait des parlementaires européens, des parlementaires marocains qui se sont déplacés, et effectivement auraient pu apporter des idées, des solutions éventuelles, puisque de cette commission va sortir certainement un rapport et des préconisations. Donc il était important, je crois que c'était une commission extrêmement importante. Donc l'initiative était intéressante. Elle est louable. Non seulement puis il y a eu le dérapage de Driss Ejbali. Écoutez, ce qu'a dit ce monsieur est quand même assez impressionnant. Impressionnant et malheureux, réellement malheureux pour nous en tant que Français et Français marocains de confession musulmane, et pas de culture, nous sommes de confession musulmane et qui vivons nous en France et qui sommes aujourd'hui tous les matins que nous nous levons et que nous allons travailler ou que nos enfants vont à l'école, ont actuellement un sentiment très difficile à vivre. Donc c'est vrai que ce qui a été dit dans cette commission est pour nous dramatique. Je rappelle qu'on va passer quelques extraits qui ont été jugés par beaucoup de représentants de la communauté marocaine et des musulmans européens que ce sont des propos stigmatisants, surtout dans le contexte actuel. Salem, avant de donner peut-être la parole à Fedwa, vous avez fait une distinction entre, ou bien vous avez précisé que vous êtes de confession musulmane et pas de culture musulmane. En quoi c'est important pour vous ? On a une culture qui est la nôtre. On va faire de la sémantique, mais apparemment la sémantique est un élément essentiel aujourd'hui dans tout ce qui se passe aujourd'hui en France et puis dans le monde, parce que les mots
veulent dire quelque chose aujourd'hui quand on mélange islam, islamisme, quand on parle de terrorisme quartier, quand on parle de terrorisme musulman. Donc aujourd'hui, la sémantique est un élément essentiel. Donc on est de confession musulmane, on est de culture, moi je suis de culture de Goulimi. C'est comme plusieurs démocrates qui disent, qui ne sont même pas d'origine musulmane ou quoi que ce soit d'origine arabe, mais qui disent dans le climat actuel, on est aussi musulmans. C'est une certaine solidarité avec les musulmans qui sont discriminés, stigmatisés. Tout à fait. Vous dites ça parce que vous dites de confession musulmane, peut-être que vous voulez répondre à Driss Echbali qui s'est présenté en tant que de culte appartenant à la culture musulmane. C'est-à-dire que comme on est dans une commission européenne, et moi je trouve que les mots ont une portance et il faut faire très attention. C'était pas un débat télé ou même un débat télé, mais c'était important. Dedans il va sortir des rapports, il va y avoir il y a eu des gens qui étaient présents, qui étaient à l'écoute de ce monsieur qui était quand même qui était directeur du conseil de la communauté marocaine à l'étranger, c'est-à-dire une personne qui est à même à parler de la de sa diaspora, la diaspora marocaine. Donc en théorie... Quelqu'un qui devait vous défendre. Défendre ou pas, mais en tout cas au moins apporter des réponses, c'est ça le problème. Des réponses objectives. Vous trouvez Rezouani Fadwa, je rappelle que vous êtes la présidente de GFM, Génération France-Maroc. Les jeunes Français d'origine marocaine, d'origine musulmane, etc., qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui dans ce climat de suspicion? Alors, tout d'abord, moi je tiens à préciser qu'aujourd'hui, le poids des mots est important. On ne doit pas tout dire et encore moins mal le dire, parce que bien sûr, quand on parle, il faut prendre les responsabilités et on s'engage. Ce qu'attendent les jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils sont tout d'abord citoyens du pays où ils vivent. Donc, en l'occurrence, moi, je suis citoyenne française, de religion musulmane. Et en rien, cette appartenance à une religion doit remettre en doute sa citoyenneté, le respect des valeurs de la République. On pourra en parler, bien évidemment. Mais ça devient de plus en plus difficile de s'affirmer en tant que tel. Bien sûr, ça devient difficile parce que d'autant plus que quand on a effectivement le directeur du CCME qui vient donc à cette commission européenne et qui dit ce genre de choses, stigmatisant et qui encore creuse cet écart qui existe aujourd'hui, oui, c'est très difficile. Quand Driss Echbali dit que l'islam d'Europe est un culte à l'image des gens ignorants qui le portent. C'est des mots graves, c'est très grave. Donc vous êtes une inculte, une ignorante, puisque vous êtes de religion musulmane. Paraît-il. Paraît-il. Vu ces dires, c'est grave. On est arrivé à entendre des choses qui sont inadmissibles et qui sont dangereuses. Dangereuses pour on va écouter peut-être on va regarder le premier extrait de cette fameuse intervention de Driss Echbali, une intervention malheureusement culte, mais dans le mauvais sens, parce qu'elle va rester dans les annales comme une bêtise de Driss Echbali, une gaffe, en tout cas mais malheureusement on va parler des conséquences de tout cela. Premier extrait. Tous les islams qu'il y a en Europe, me semble-t-il, partagent 5 caractéristiques que je voudrais exposer devant vous. La première, et qui pose le problème majeur, qui nous interpelle, et c'est le défi de demain. La première des caractéristiques, c'est que c'est un islam pauvre. C'est un islam d'ouvriers, pauvre, et il y a eu beaucoup de complaisance sur cette question, puisque depuis une vingtaine d'années, parce que cet islam pauvre, on a fermé les yeux sur le fait qu'il aille chercher de l'argent ailleurs. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, c'est un islam inculte. Et pas un islam encadré par des savants. C'est un islam qui ressemble aux gens qui le portent, qui très souvent sont analphabètes. Vous savez, l'islam en Hollande, quand je vois les jeunes, et je vois Khadija arrive là-bas, mon ami, quand je vois les jeunes en Hollande, des fois, ils ne parlent ni l'arabe, ni le français. Ils parlent le hollandais et le rifin. Malheureusement, je suis désolé, Salim. Si on peut mettre la caméra sur Salim aussi, parce que on arrive à en rigoler, c'est incroyable. Alors, monsieur l'inculte, monsieur le pauvre musulman de France, puisque vous venez de France, et l'analphabète. Donc, ce monsieur qui est censé représenter une institution qui doit promouvoir les Marocains
de l'étranger. Donc, à l'image des Marocains de l'étranger, qui sont généralement, qui ne sont pas incultes, qui ne sont pas pauvres, qui sont modernes, qui sont civilisés, qui sont intégrés, qui ont des compétences, etc. Donc, on vous présente comme étant, on nous présente, j'en fais partie aussi, comme étant des incultes, des pauvres, des analphabètes. C'est une première réaction. Ma réaction, c'est de me dire, est-ce que ce monsieur, directeur, ne s'est pas arrêté en 1960 ou 59 ? Effectivement, en 59, nos pères venant du Maroc, effectivement, étaient pauvres. Effectivement, on peut dire incultes, parce que c'était une main-d'œuvre pas chère, et c'est pas... Analphabète, plutôt. Oui, analphabète. Ce n'est pas faute de le dire et criminel de le dire. On est en 2015. Ces mêmes personnes, si je reste dans cette configuration de ces premières générations, ont permis au Maroc de permettre de soutenir des familles marocaines. 75% des rentrées de devises étaient dans le soutien familial. Donc pauvres, ils se sont peut-être aussi appauvris pour soutenir notre nation, première chose. La deuxième chose... Au lieu d'être reconnaissant, donc il est en train de les stigmatiser encore. C'est grâce à l'argent de ces Marocains pauvres que lui, son CCME est financé notamment. 40 millions de dirhams par an. Je ne peux accepter ce pour type de propos. Pour financer les voyages de ce monsieur au Conseil de l'Europe. Je ne peux accepter ces propos au nom de mon père. Parce que là, il a touché mon père. Cet homme, qui a 80 ans aujourd'hui, qui a travaillé dur, qui s'est sacrifié, qui a sacrifié sa famille, qui a envoyé de l'argent au Maroc, qui a permis justement au Maroc d'éviter un exode rural, puisque 75% de ses finances ont permis au soutien familial. De lui dire aujourd'hui, en 2015, devant des Européens, qu'il est inculte et pauvre, je réponds à ce monsieur, c'est vous qui êtes pauvre intellectuellement. Oui, mais là, il ne parle... Alors, on est à la quantième génération, Sanem ? Je vais vous dire à la deuxième génération. Parce que il est important que quand on est directeur du Conseil de la communauté marocaine étrangère, il aurait dû, lui, être au courant de la diaspora, de cette diaspora dont il est en charge. Et de savoir que 500 000 Marocains résidant à l'étranger ont plus de bac plus 5. 500 000. Un rapport de l'INSEE ou de l'Ipsos l'année dernière a dit que les Marocains de France Marocains résidant à l'étranger, 500 000 sur les 5 millions, ont plus bac plus 5. Donc ça veut dire qu'on est arrivé 70% aux moins de 40 ans. On est aujourd'hui arrivé à des strates de couches supérieures et de niveau de classe moyenne supérieure, de classe moyenne tout court. Donc on est loin d'être pauvre et loin d'être inculte, puisqu'aujourd'hui, je crois que ce que je suis en train de vous dire, vous le comprenez. Donc vous êt un peu cultivé. Et ce que je réussis à dire est peut-être compréhensible. Si je tiens au propos de M. Echbali... Deuxième élément, j'aimerais rassurer ce monsieur sur une chose. Si les Hollandais ne parlent pas le français, c'est un peu normal, parce que je ne parle pas l'hollandais. Si déjà ils parlent l'hollandais correctement, et en plus les Hollandais parlent très bien l'anglais, d'accord. Et en plus connaissent l'arabe. Et le rifin. Quelle stigmatisation de la communauté, de nos concitoyens rifins. Donc pour lui, un Marocain d'Hollande qui parle l'hollandais et le rifin est un analphabète. Fais-toi, je vais expliquer à Zouani. On est dans le cadre de l'absurde ici maintenant. Donc on va commenter l'absurde, malheureusement. Ça nous arrive, hein, dans le monde de la télévision. Parfois on commente l'absurde. Mais parfois l'absurde qui a des conséquences dangereuses sur nous. Surtout en ces moments. Donc, quand vous entendez ce genre de propos, ou bien, on va dire, les officiels européens, dans ces circonstances difficiles, je le répète, écoutent ce genre de propos, que les musulmans d'Europe sont incultes, analphabètes, pauvres, sous-entendant que les Marocains d'Hollande ou bien les jeunes Hollandais d'origine étrangère ne font pas assez d'efforts, puisqu'ils ne parlent que l'hollandais, le rifin. Donc, et pas le français. Oui, et pas le français, parce que le français, c'est le must. Voilà. Qu'est-ce que vous... C'est dommage et dommageable. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la jeunesse a besoin d'apaisement. Ce genre de discours, bien évidemment, ça conforte les idées reçues de certains. Donc on ne peut pas citer les extrêmes, Front National, etc., qui ont déjà cet état d'esprit en stigmatisant cette population et en appuyant du doigt là où ça fait mal. Et ben, c'est les dires du directeur du CCME
conforte tout ça. Et Comment vous vous sentez en entendant? Blessé? Choqué? Insulté. Insulté. C'est insulté. Donc plus que blessé. Eshbali nous a aujourd'hui fait découvrir qu'il y avait plusieurs islams. Non, il n'y a pas plusieurs islams. Il y a un islam. Moi, j'ai été baignée dans la religion musulmane. Les premiers mots que mon père m'a chuchoté dans l'oreille, ça a été... Un islam et des musulmans différents, plusieurs musulmans. Bien sûr. Et des pratiques... je crois. Oui, et puis... Voilà, l'islam, c'est quand même la religion... Est-ce que ça ne fait pas peur quand on entend ce genre de discours? Est-ce que les Européens, nos concitoyens, nos voisins, quand ils écoutent ce genre de propos... Le problème aujourd'hui, c'est pourquoi nous sommes là avec vous aujourd'hui et que nous avons répondu à votre invitation. Elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande aux officiels marocains, et d'ailleurs, dans cette commission, j'ai suivi, il y avait des débats de M. Yatim et d'autres qui ont parlé, qui ont remis un peu les choses en place. Mais de faire attention. Heureusement, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui vivons ici. Nous n'avons pas besoin d'alimenter ces extrêmes qui, eux, vont justement prendre ces propos. Si encore c'était une personne lambda, ce n'est pas une personne lambda. Le problème, il est là, c'est que ce n'est pas une personne lambda, c'est un responsable institutionnel. Et d'où la portée de ces propos qui sont énormes. On va parler brièvement, ce sont des attentats qui ont été commis à Paris, qui ont déclenché beaucoup de réactions dans cette conférence organisée par le Conseil de l'Europe. Plusieurs interventions, vous l'avez rappelé, étaient présentes, dont Caroline Fourest. Elle est ce qu'elle est, on ne va pas revenir sur son parcours, mais une réflexion très importante. Moi, je n'ai pas vu toutes les interventions, je me suis consacré sur celle de M. Eshbali, sur d'autres, parce que c'est une longue vidéo, mais vous pouvez la retrouver sur le site du Conseil de l'Europe. Et Caroline Fourest n'a pas prononcé le mot islam qu'à la fin de son intervention. C'est pour dire que le problème est peut-être franco-français. Les assassins sont aussi français. Ils étaient éduqués en France, ils ont été nés en France, ils ont grandi en France. Contrairement à l'intervention de Eshbali qui a stigmatisé l'islam et les musulmans. Disons que déjà, l'audition, elle était sur les attaques terroristes à Paris. Il faut rappeler le contexte, c'est-à-dire que le titre... Parce que là, celui qui a fait un hors-sujet, c'est ce monsieur. Tandis que Caroline Fourest est restée sur le sujet qui était les attaques terroristes à Paris, ensemble pour une réponse démocratique. La thématique, elle était là-dessus. Elle n'était pas sur l'islam. Ils ont bien fait, la Commission européenne, ils ont fait en sorte de ne pas vouloir stigmatiser une religion et parler d'un problème qui était le terrorisme à Paris et une réponse démocratique. Très bonne réflexion, parce que donc, le Conseil de l'Europe, ils ont essayé de cadrer les choses. C'était le but. Le but pour qu'il n'y ait pas de dérapage, contrairement à ce qu'a fait M. Eshbali. Mais ce qui est dramatique, c'est que le dérapage n'est pas venu de Caroline Fourest, qui est elle-même membre de Charlie Hebdo depuis des années, et nous connaissons sa manière de travailler avec l'islam et autres. Et la problématique de l'islam est venue par un des nôtres. C'est ça ce qui vous a surpris, Fadwa? Oui, c'était très étonnant de sa part. On ne s'attendait pas du tout à cette prise de position. C'est vrai qu'en tant que directeur de CCME, il devait apporter des réponses concrètes liées à des études, des rapports qui existent. Donc, est-ce que ce travail... À aucun moment, il n'a fait référence à un rapport du CCME et sur l'islam et sur les musulmans. Alors que c'est la vocation première d'un CCME, c'est d'aller à la rencontre des Marocains. Parce qu'ils ont fait des rapports. Voilà, là il y a la question. Moi, la seule chose que j'ai pu voir dans ces interventions, c'est 2 livres, les siens. Donc on n'était pas là pour faire la promotion des livres de M. Eshbali. J'aurais préféré que M. Eshbali, sur les 7 années qu'il y avait dans ce CCME, viennent avec des rapports de la commission du CCME qui ont été théoriquement établis. Comme moi j'étais, avant de venir à votre émission, j'ai vu des rapports de l'INSEE et de l'INED sur les trajectoires. L'INSEE, c'est-à-dire l'Institut national des scientifiques, des statistiques. Et l'INED, une autre de la démographie, Institut national des enquêtes démographiques, qui ont fait un rapport sur trajectoire et origine, enquête sur la diversité de la population française, qui indique effectivement qu'aujourd'hui en France, il y a 4 millions de musulmans. Avec une étude qui a été faite entre 18 et 50 ans sur l'aspect sociologique, sur l'aspect démographique, sur l'aspect économique qui d'ailleurs conteste tous les propos qui ont été évoqués par M. Eshbali. On va voir un deuxième extrait. C'est-à-dire qu'on n'est pas des musulmans pauvres apparemment pour ces gens-là. On est Mais bien sûr, on est des musulmans qui contribuent
largement au développement de nos pays d'accueil. Donc il ne faut pas apparemment on ne partage pas M. Echbali. Parce que en disant qu'on est il faut bien situer les choses pour nos téléspectateurs. Pourquoi on insiste sur ça? Parce que en nous présentant comme des musulmans pauvres, on conforte les préjugés, les amalgames qui sont véhiculés par l'extrême droite, qui nous présente comme étant des pauvres qui viennent profiter de la situation économique, qui viennent prendre les places, le travail des Européens autochtones, qui nous présentent comme des pauvres qui meurent de faim, des dangers sociaux, qui viennent faire concurrence à la main-d'œuvre européenne, etc. C'est ça le danger. Alors qu'en réalité, la problématique de ces attentats, c'est là-dessus qu'il aurait fallu, parce que le titre était les attaques terroristes, je reviens là-dessus parce que c'est important, à Paris, et trouver une réponse démocratique. C'était quoi le mot démocratie? C'est quelles sont les solutions à apporter et les causes, les discriminations, le racisme, entre autres. À apporter, ça ne justifie pas tout, mais bon. À ce que cela ne se reproduise pas. Et c'est là que si on avait traité ce sujet-là, on serait venu sur le monsieur Koulibaly, les frères Kouachi, et on aurait recherché la trajectoire de ces enfants de la République, je répète, de la République, puisqu'ils ont accouché, les parents des fils Kouachi dans une maternité française, ils ont été à l'école maternelle française, à l'école primaire française. De plus, les frères Kouachi, leurs parents sont décédés, ils ont été repris par la DAS, donc des services sociaux français. Donc ce sont, comme dirait notre ancien ministre, monsieur, pas Benoît Hamon, ministre français. Ministre français qui était pour le Made in France, j'ai oublié son nom. Passons. Ce sont des produits Made in France, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. C'était là-dessus qu'on attendait effectivement des personnalités marocaines pour expliquer, oui, ils sont d'origine marocaine. Non, oui, d'origine algérienne plutôt. Ou d'algérienne. Non, mais là, je parle on ne parle pas des origines. Ils peuvent être d'origine, mais ce n'est pas l'origine qui a produit des terroristes. C'est l'origine sociale de ces enfants, c'est l'origine pédagogique de ces enfants, c'est l'origine l'origine de vie qui a produit ça. Et qui ont permis l'endoctrinement, car quand on voit le parcours de ces jeunes, c'est quand même des personnes qui ont vécu des drames familiaux, qui ont été après pris en charge effectivement par les institutions françaises et qui n'ont pas à la base baigné dans la religion. Donc on attendait de pointer également la responsabilité de l'État français. Mais c'est là, mais attendez, il ne faut pas dire, il aurait fallu qu'on pointe aussi. C'est de la responsabilité d'un État que ses enfants aient un problème. C'est de la responsabilité d'un parent que son fils fasse des bêtises. Donc c'est aussi la responsabilité d'un État d'assumer la problématique. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rejeter tout sur une religion. Et c'est ce qui s'est passé avec les propos de M. Echbali. On va voir un deuxième extrait. Le deuxième extrait où il parle de la chance qu'a l'islam en Europe et en France surtout. Je pense que l'islam, et je le dis très clairement, a une chance inouïe d'être en Europe et particulièrement en France. C'est la première fois de l'histoire de l'islam qu'il est confronté à 4 réalités réunies ensemble. Il est confronté à la laïcité, il est confronté à la modernité, il est confronté à la liberté et il est confronté à la démocratie. Tous réunis, normalement ça devrait être une chance non pas pour les musulmans d'Europe, mais pour l'islam dans son ensemble. Donc, c'est... Première réflexion, Salim. L'islam a une chance unique d'être en Europe, mais surtout en France. Et de dire que l'islam a cette chance, surtout en France, parce qu'elle va pouvoir, elle, être confrontée, le mot est mot, vous voyez, on parle de sémantique. La sémantique est importante. Elle va pouvoir être enfin confrontée à sa laïcité, confrontée à la modernité, confrontée à la liberté, confrontée à la démocratie. Peut-être qu'il avait une vision personnelle, il voulait peut-être dire autre chose, sauf que les mots ont un sens.
Et ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que la religion musulmane n'est pas laïque, n'est pas moderne, n'est pas libertaire et n'est pas démocratique. Non, ça veut dire que peut-être au Maroc, l'islam n'a aucune chance. Qu'au Maroc, il y a les barbares, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté, il n'y a rien du tout. Et que heureusement que l'islam, il a cette chance d'être en France. Comme ça, puisqu'il le dit, hein, l'islam dans son ensemble. Pas l'islam d'Europe. Pas seulement l'islam d'Europe. L'islam dans son ensemble, tout l'islam, heureusement, et peut-être qu'il va sortir une nouvelle version à partir de la France, et qu'on a la chance d'avoir la France, parce qu'à partir de là, il y aura l'islam des Lumières, et que les islams, c'est ça qui est dangereux, l'islam qui est au Maroc, qui est en Tunisie, qui est en Malaisie, qui est un peu partout, n'a aucune chance de se développer, n'a aucune chance de s'épanouir. Donc il y a les barbares, nous, au Maroc, et puis il y a les démocrates en France. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de démocrates en France, mais le fait de faire cette distinction entre les démocrates et les barbares, puisque c'est ça ce qu'il dit, hein, heureusement l'islam est confronté à la modernité, la liberté, la démocratie en France. Ça veut dire quoi, Salem? Il n'y a plus de modernité au Maroc, par exemple? Il n'y a pas de démocratie au Maroc? Là, il parle de religion, et c'est grave. Moi, je ne suis pas théologien, hein. Je ne suis pas imam non plus, et je pense que lui non plus. Je ne me serais pas permis, moi, de juger de l'islam, de sa laïcité, de sa modernité, de sa liberté, de sa démocratie. Moi, mon islam, à moi, je la vis tous les jours, et on la vit ensemble, et on la vit dans tous ses principes. C'est-à-dire, je trouve que mon islam est moderne, je trouve que mon islam est démocratique, je trouve qu'elle est libre. Je suis libre de la. Moi, mon islam personnel, peut-être que je me trompe, mais en tous les cas, celle que je vis, ma foi. Mais lui, il remet en cause cette diversité dans l'islam. Par exemple, les musulmans au Maroc, ils sont considérés comme. C'est là où il y a un problème, dans le sens où, dans ce qu'il dit, je voudrais revenir sur le contexte physique, c'est-à-dire que nous sommes à la Commission européenne. Au Conseil de l'Europe. Au Conseil de l'Europe, à Strasbourg, devant des Européens. Et quand vous dites ça à des gens qui ne connaissent pas la religion musulmane ou qui s'en font une idée, qui s'en font une image par rapport aux aspects médiatiques, et on sait très bien qu'actuellement le média déforme beaucoup ce qui se passe aujourd'hui, et que vous avez en face de vous une personne qui se dit musulmane elle-même, qui se dit directeur d'une institution. De culture musulmane. De culture musulmane, donc pas de confession. Problème de sémantique. Et qui se permet de dire qu'elle doit... C'est sans problème, hein, on ne porte pas de jugement. Moi, je porte de jugement sur personne. Qu'il soit de culture musulmane, d'origine musulmane, c'est sans problème. On ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet. La seule chose qu'il y a dans ce discours, c'est que ça me touche moi en tant que musulman pratiquant et musulman français de confession musulmane. Le fait qu'il soit dans le Conseil de l'Europe, qu'il soit dans une commission européenne face à lui avec des Européens à qui il peut effectivement donner, peut-être que ses propos n'étaient pas ceux-là, mais néanmoins, ce qu'il a été dit, c'est ce qui va être compris. Et ce qui a été compris, c'est que l'islam doit être confronté, elle a la chance d'être en France pour pouvoir évoluer. Justement, il a la chance, doit d'être en France, parce que l'islam au Maroc n'a pas cette chance. Non, mais moi, il y a l'islam des barbares et l'islam qui a la chance. Non, mais moi, je trouve ce discours aberrant, parce que voilà, parler de confrontation entre l'islam et les valeurs de la République, la laïcité, la démocratie, c'est une contre-vérité. L'islam a sa place aussi dans cet environnement. Quand vous prenez le mot laïcité, qu'est-ce que la laïcité? C'est la séparation de l'État et de la religion. Mais est-ce que pour autant, on doit mettre de côté ce qu'est la liberté, l'égalité, la fraternité? Qu'est-ce que la liberté? Liberté de croire ou de ne pas croire. Liberté d'avoir une religion ou de ne pas en avoir. Mais il y a aussi la liberté d'avoir des lieux de culte pour pratiquer sa religion. Donc voilà, toutes ces aberrations, on n'a pas le droit, ne doivent pas, pardon, j'en perds mes mots parce que ça m'horrifie, et on est en train de jeter de l'huile sur le feu. Et il présente l'islam comme un corps étranger. Tout à fait. Alors que, ce qui m'étonne, c'est que j'ai entendu beaucoup de politiques français, d'hommes politiques, de femmes politiques françaises, qui présentaient l'islam comme faisant partie intégrante de la République. Alors que lui, il le présente comme un corps étranger. Il l'extrait, heureusement qu'il y a cette chance pour l'islam. Et il parle de confrontation. Surtout en France, il va être confronté à la démocratie, à la modernité, à la laïcité, à la liberté. Souvent, ce qu'on a remarqué ces derniers mois, surtout ces dernières semaines, c'est qu'on veut ériger la laïcité comme une religion, comme un dogme. C'est-à-dire qu'à la limite, où tu es laïque, ou t'es pas républicain. C'est là où il y a un souci. Alors quand on a un discours comme ça, où on vient confronter notre religion à des
à des principes qui sont la laïcité, la modernité, la démocratie, c'est grave. Pour revenir peut-être, ça rejoint un peu ce qu'il a dit tout à l'heure, parce qu'il est très cohérent avec lui-même, parce que moi au début je pensais que c'était des mots de travers, mais apparemment il est très cohérent. Donc ça rejoint un peu ce qu'il avait dit, les musulmans ou bien l'islam d'Hollande n'a aucune chance d'épanouir, parce qu'en plus ils sont rifins, ils parlent que le rif et le hollandais, et ils n'ont pas la chance de vivre l'islam français. Donc les musulmans d'Hollande, les musulmans de Belgique, on est ouf. Il fait des différences. Il fait des différences entre les musulmans. Il y a 5 islams, et dans les 5 islams, il y en avait un qui était assez exceptionnel. C'est l'islam urbain et des quartiers. Ah, comme il l'a présenté lui-même. Dans les quartiers, un islam municipal. C'est-à-dire qu'on a été jusqu'à pousser le vice à dire qu'il y avait un islam. L'islam de Lille n'était pas le même que celui de Strasbourg, et l'islam de Paris n'est pas l'islam que Marseille. Ça fait peur. On va pas montrer tous les extraits. Non, mais on stigmatise encore plus. Exactement. Mais donc alors, un Français lambda, quand il est conseil, il va dire, mais il y a combien d'islam dans ce pays? Voilà, on prête à confusion, on amène les gens à l'erreur, et donc à la peur ou à la méconnaissance, et c'est ce qui crée généralement les violences. Vous savez, je vais vous dire c'est cette méconnaissance. Et le rejet. Et le rejet, bien sûr. Et la peur. C'est évident. La xénophobie, l'islamophobie. Vous savez, aujourd'hui, toutes les personnes qui ont un discours posé, intelligents et intelligibles ne sont pas intéressants pour certains médias. Un autre extrait, c'est le festival des extraits d'Ajbali, ce soir. Un autre extrait. C'est quand même extraordinaire. Non, c'est un bêtisier. C'est un bêtisier, mais qui a des conséquences graves sur les musulmans d'Europe. C'est ça qui est malheureux. À qui vous le dites? Un troisième extrait. Moi, j'ai assisté aux attentats de 86. On en était ému. Énorme. Mais c'était inscrit, les attentats de 86, dans le contexte international avec le groupe Abdallah, l'affaire iranienne, etc. 10 ans après, il y a eu les attentats du RER. Et là, c'est la première rencontre, c'est l'affaire de Kalkal, la première rencontre, effectivement, entre des jeunes, la prison, et, puisque c'est Kalkal, le sociologue allemand qui a travaillé sur lui, a démontré il a rencontré la foi et l'islam à l'intérieur de la prison. Ensuite, si on prend 10 ans après les événements de 2005, lorsqu'il y a 9000 voitures qui ont brûlé, lorsque, effectivement, il y a des crèches dans les quartiers ou des écoles qui ont brûlé, ça n'a pas provoqué le même effet, parce que généralement c'était des éléments tournés, c'est comme quelqu'un qui tournait l'attaque contre lui-même, comme c'est quelqu'un qui et là effectivement avec ce fait crapuleux, il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre du tournant. J'ai pas compris le dernier mot. Bon, enfin bref. C'est pathétique. Pour le moins, c'est pathétique. Non, c'est dramatique. Non, c'est dramatique. Parce qu'après, il retrouve même pas ses mots. Non, c'est dramatique. Il ne sait même pas de quoi il parle. Non, c'est dramatique parce que 86-95, c'est des attentats terroristes. 2005, ce ne sont pas des attentats terroristes. Comment vous vous rendez compte? Donc il fait l'amalgame entre les jeunes des quartiers et les terroristes. Non, c'est une catastrophe. C'est une réelle catastrophe. Parce que 2005 a été un événement qui est dû à l'assassinat de Zaïd Ebouna à Clichy-sous-Bois. C'est de là où a démarré ces émeutes de banlieue, qui étaient tout simplement un problème, en fin de compte, socio-démographique. Nous avons une génération de jeunes où il y a plus de 50% de taux de chômage dans les banlieues, où il y a 78% de taux d'échec dans les fins de troisième, qu'aujourd'hui ces jeunes ne se trouvent pas leur place en France, qu'il y a eu des discours politiques en France qui disaient que où tu l'aimes, où tu la quittes, où il y avait un problème d'identité nationale, où on était en train de lancer le programme de l'identité nationale, où on a eu des ministres ministres de l'Intérieur qui ont dit « casse-toi pauvre con ». Enfin bref, il y a eu vraiment un vrai problème identitaire qui a fait que ces émeutes sont soulevées. Rien à voir avec le terrorisme. Ce qu'il aurait fallu peut-être dire, c'est utiliser ces émeutes de banlieue en disant voilà les raisons socio-démographiques et économiques qui sont posées en France. Les émeutes de banlieue l'ont montré, qui a fait que nous avons eu ensuite des enfants qui étaient en perdition identitaire, économique et sociale, qui fait que les Koulibaly et que les Kouachi sont venus. Mais de mettre
sur le même niveau les attentats de 95-86 terroristes avec les émeutes de banlieue, c'est grave. Ça détruit tout le travail que nous faisons sur le terrain, parce que voilà, c'est la question que je voulais poser à Fedouard. Vous êtes qui est en contact avec les jeunes, pas que des banlieues, même les jeunes dans les villes de manière générale. Vous travaillez sur ces questions-là. Si ces jeunes s'entendent dire qu'ils sont des projets terroristes, ou bien ils sont des terroristes puisqu'ils ont fait quelques émeutes, donc on les met sur le même pied d'égalité, est-ce que ça va encourager ce vivre ensemble? Comment vont se sentir ces jeunes? Déjà, c'est sûr qu'on se sent dévalorisé, certainement. Quand on entend ce genre de discours où on montre du doigt la jeunesse des banlieues en tout de suite les stigmatisant comme des terroristes, c'est très grave. Et encore une fois, le poids des mots est lourd. Et il faut dire les choses avec responsabilité. On ne peut pas entendre ce genre de choses. Et bien entendu que ça fait du repli sur soi. Quand on vous stigmatise, on vous dit « Ah bah tiens, toi, tu viens de la banlieue, t'es forcément un terroriste. » Alors qu'il a un parcours de vie, il a des objectifs à atteindre, il a envie d'avancer. Et bien entendu... Et il a des problèmes comme tous les jeunes. Comme tous les jeunes, et il peut peut-être un peu plus puisqu'ils sont peut-être... d'origine étrangère, dans certains cas, mais voilà, c'est des problèmes qui peuvent exister. Bien sûr. Surtout, encore une fois, je repose le problème. On est dans une commission européenne. En face de nous, nous avons des Européens, nous avons des Français. Et là, on a conforté par une institution que, effectivement, dans les émeutes de 2005 ont été faits par des terroristes. Je regrette, il aurait fallu être à ce moment-là, nous y étions. Moi, j'habite au Mureau. On ne va pas revenir sur ça. Donc, je crois que le message est passé, Salem. Je crois que le message est passé. Donc, je rappelle que vous êtes le président de Cap Sud MRE. On va parler de ses conséquences. Donc, on a dit, c'est pas la personne qui parle. Donc, nous, on n'est pas là pour parler de la personne, M. Driss Echbali. On parle de lui parce qu'il a un statut. Il a été nommé, je ne sais pas par qui, directeur de ce CCME. C'est quand même une institution publique marocaine. Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, présidé par Driss Liazami, dont le secrétaire général est M. Abdallah Boussouf. Et Driss Echbali est un directeur. Il est contesté au sein de l'institution. Ça, c'est un autre problème. Ça ne nous regarde pas. Le problème qui est, c'est que avec ces déclarations, on n'a pas entendu le CCME dénoncer ce genre de propos. Ça veut dire que je vous pose la question simple, est-ce que le CCME et le gouvernement marocain aussi peut-être confirment ou partagent ce genre de propos stigmatisants, ce genre de préjugés? Le gouvernement, je ne peux pas le croire, puisque M. Yatim était présent. Nezal Wafi a fait une allocution le lendemain, je crois, si je ne me trompe pas, qui a été magnifique et applaudie, parce que c'était l'inverse, la totale inverse de ce qui a été dit. Et M. Yatim, quelques minutes plus tard, après l'intervention... M. Yatim, un vice-président du Parlement Madame Wafi, une parlementaire députée PJD, qui était venue aussi au Conseil de l'Europe. Et on a vu... donc, ils n'ont pas affirmé, ils n'ont pas confirmé, bien au contraire, ils ont opposé... Mais alors, le CCME, cette fameuse institution dont tout le monde parle, que tout le monde critique et que malheureusement, de bourde en bourde, je ne sais pas comment ça va finir. Écoutez, là, c'est la responsabilité du gouvernement de voir dans quelle mesure. Moi, je ne suis qu'un simple citoyen. Mais on est directement touché, on est les MRE. Oui, il s'adresse à nous. Je suis qu'un simple citoyen marocain qui réside à l'étranger, de nationalité aussi française et qui est né en France, donc qui est bien marocain, qui réside à l'étranger et qui subit ce type de problème et qui se rend compte qu'aujourd'hui, le Maroc a une portée de responsabilité. Parce que quand la Commission européenne invite un responsable d'une institution marocaine et qu'il a des propos de cet acabit, il est important que le Maroc est lui-même représenté par cet... Quand le parlementaire parle, comme Mme Nezal Wafi ou M. Yatim a parlé, c'était au nom du Maroc. Ce monsieur a été présenté non pas en tant que M. Echbali, sociologue, vendeur de livres, il a été présenté comme directeur du Conseil de la communauté marocaine étrangère. C'est ça qui est grave. Est-ce que vous vous sentez représenté par ce genre de propos? Pas du tout. On ne peut pas être représenté. On peut que
qu'être contre ce genre de propos. C'est même des aberrances aujourd'hui d'entendre ce genre de choses dites sur... C'est plus qu'aberrant, c'est dangereux. Ouais, Honnêtement, c'est dangereux. Ça attise la haine, ça c'est une certitude. Les extrêmes vont profiter, vaguer et surfer sur ce genre de dires. Donc il faut rétablir tout ça. On n'est pas encore sorti de l'auberge. On va bientôt finir. Nous rentrons dans des périodes électorales en France. Il faut comprendre ça. On n'est pas là. D'ailleurs, si nous sommes venus, c'est pour vous expliquer ça. Nous rentrons dans les cantonales qui arrivent et les régionales. Est-ce que vous croyez qu'on va nous épargner ce type de propos? C'est dangereux. Les politiques, ce sont des experts comptables. Ils ont besoin de voix. Et s'ils ont besoin de voix en ayant des preuves comme celle-ci, c'est magnifique. Donc c'est très dangereux. Les mots qui sont posés, la sémantique est importante. Donc ce genre de propos vont être peut-être utilisés contre vous. La seule chose que j'espère, c'est que personne ne l'ait vu. Alors, un dernier extrait. En tout cas, ça va être au profit des extrêmes. Un dernier extrait pour la route. On va le voir. Et notre tour à parler. On va le commenter pour terminer cette émission. S'il vous plaît, vous avez la parole. Merci. Il m'est très difficile d'intervenir après un tel témoignage. Et d'ailleurs, je ne m'explique pas ma présence ici. Nous non plus. Honnêtement, nous non plus. Après ce que nous avons entendu derrière, je vous assure que nous non plus, on ne s'explique pas sa présence là-bas. Alors, ce qui est terrible, ce qui est grave, c'est que c'est une institution avec une dotation financière très importante au moment où on connaît la crise économique et sociale au Maroc. Donc le gouvernement a fait un effort pour soutenir ce genre d'institution. À aucun moment, lors de son intervention, il n'a fait référence ou il n'a pris témoignage d'une quelconque étude ou recherche faite par cette institution CCME, dont l'objet de justement faire des recherches, faire des études sur la diaspora à l'étranger. Ça ne vous choque pas? Bien sûr. C'est la première des choses qui est choquante. C'est la première des choses qui est choquante. Quelle est la vocation du CCME? À quoi ont servi les moyens? Est-ce que depuis 7 ans, des rencontres 40 millions de dirhams x 7. Vous vous rendez compte qu'on a eu un attentat le 7 janvier, que la Commission européenne sollicite... Le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, sollicite l'intervention de notre commission, de notre Conseil de la communauté marocaine. Donc, ce Conseil de l'Europe a demandé à cette institution, parce que pour elle, cette institution pouvait... D'ailleurs, on ne va pas montrer tous les extraits, mais le modérateur a présenté M. Hajbali comme étant le directeur du CCME. Ils ont établi que notre Conseil de la communauté marocaine pouvait répondre à des besoins de compréhension sur la diaspora, puisque elle était en charge de cette diaspora. Et la seule chose qui a été dite, c'est qu'au préambule de l'intervention, je ne sais pas pourquoi je suis là. Excusez-moi, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, il y a déjà un problème dès le départ. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé tout le long du débat, qu'en fin de compte, il n'y avait aucune étude qui avait été faite, alors qu'aujourd'hui, à ce moment-là, en cette période de crise, de stigmatisation que nous vivons, nous, tous les jours, c'est ça qui est dramatique. Ces gens-là repartent au Maroc. Mais qu'est-ce qu'ils font avec notre argent, monsieur Salem? Ça, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, la seule chose que je vois aujourd'hui, c'est qu'en tous les cas, ça n'a pas servi à grand-chose. Pour l'instant, je ne suis pas un expert comptable pour vérifier ce qu'ils ont fait, c'est pas mon intérêt. Sauf que j'aurais voulu, moi, avoir un soutien de mon pays d'origine, au moment où j'en ai le plus besoin. Le seul moment où il est venu, effectivement, pour pas jeter la pierre au Maroc, c'est que nous avons eu quand même des parlementaires qui se sont déplacés, des vice-présidents comme M. Yatim, comme Nza, qui ont effectivement apporté la parole, mais heureusement. Il y a d'autres parlementaires qui viennent dans d'autres circonstances. D'autres, M. Mehdi Ben Saïd. Pour ne pas stigmatiser. Non, Mehdi Ben Saïd, des gens qui ont vraiment fait du travail de fond, qui sont là. Qui ont une conscience. Même Mohamed Saoud, qui est très actif à ce niveau-là, pour parler de différents partis politiques, pour pas qu'on dise que nous parlons que d'un seul. Effectivement, vous avez plusieurs responsables politiques. Mais ça, c'est dangereux. Mais en tout cas, l'institution, jusqu'à maintenant, n'a jamais été aux côtés des MRE. C'est ça qui est grave. Non, ce que j'aimerais, c'est qu'on nous démontre le contraire. Voilà. Je ne veux pas dire que c'est jamais fait, mais j'aimerais qu'on me démontre le contraire. En tout cas, après cette intervention... Non, j'espère que sincèrement, non, il faut être très sérieux. Non, je veux être très sérieux sur ce dossier-là. Il faut que quelque chose se fasse, parce que c'est nous qui vivons en France, c'est mes enfants qui sont ici, et je ne peux pas attendre de mon pays d'origine, et je ne le crois pas, parce que par rapport aux parlementaires dont on vous parlait, on ne peut pas laisser passer ce type d'intervention. Nous demandons à la nation que, effectivement, que quand des gens viennent parler, parlent déjà en nous consultant.
peut-être qu'en nous consultant un peu plus, ils feront peut-être moins d'erreurs. Très bien. Dernier mot, Rezouani Fedwa. Je rappelle que vous êtes présidente de GFM, Génération France-Maroc. Peut-être un petit mot, comment vous voyez l'avenir votre avenir en France, de cette génération franco-marocaine? Écoutez, moi je suis citoyenne française d'origine marocaine, ma place je l'ai et mes enfants, j'espère qu'ils continueront à porter toutes ces valeurs qui ont fait qu'on a évolué dans un pays qui au départ était un pays d'accueil pour nos parents, mais nous c'est notre pays de naissance. Donc, et dans ce contexte actuel, ça va être un peu plus difficile, mais... Bien entendu, ça va être difficile parce qu'à partir du moment où on attise la haine, où on fait peur par des mots lourds de sens et qui ont des portées vraiment dangereuses, oui, ça va être difficile. Ceci étant, il ne faut pas se décourager parce qu'on a, sur le terrain, on avance, on a des gens qui croient en nous. Donc vous restez optimiste. Construit. Tout à fait. C'est un dernier mot. Écoutez, le dernier mot, c'est nous sommes Marocains, et ça, il faut en être conscient. Ça, c'est une chose importante. Tout ce qu'on peut dire, c'est pour l'intérêt de notre nation. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est que notre nation ne nous comprenne pas ou qu'on fasse comprendre à notre nation des choses qui sont fausses. Parce que souvent aussi, il s'est avéré à plusieurs reprises que des informations sur la composante marocaine résidente à l'étranger soient mal importées au Maroc. Vous voulez dire que vous assumez votre double appartenance citoyenne, mais que de l'autre côté, on s'en fout? Je ne dis pas qu'on s'en fout. Peut-être que certaines personnes qui ont pour rôle d'apporter des informations aux institutions du Maroc dans leur globalité sont erronées, comme la preuve étant, c'est que ces mêmes institutions viennent en Europe apporter de mauvais... Donc il est peut-être temps, il est peut-être temps qu'on nous écoute vraiment. Alors je rappelle que, pour qu'on soit plus objectif, on a pris contact avec M. Driss Ajbali, directeur du CCME, pour lui demander d'intervenir dans cette émission pour que le débat soit vraiment contradictoire. Mais son GSM restait tout le temps occupé, malgré les messages qu'on lui a laissés. Il ne nous a pas répondu, donc il n'a pas jugé utile de donner sa version dans cette émission. Donc je rappelle le titre de mes deux invités, Salem Fekir, président de Cap Sud MRE qui nous vient de France, et Fedwa Rezouani, président de Génération France-Maroc qui nous vient de France. On peut retrouver l'intégrale de cette rencontre organisée par le Conseil de l'Europe à Strasbourg sur le site du Conseil de l'Europe. Si vous pouvez juste rappeler le titre. C'est Audition sur les attaques terroristes à Paris, ensemble pour une réponse démocratique. Alors je vous invite peut-être à aller voir ça, comme ça vous faites votre propre idée. Quant à nous, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, أقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج تيجيني توك. مع السلامة.